Donc toujours dans les caractères dynamiques des groupements, alors que nous avions défini la dernière fois, donc la dernière fois on avait défini ces caractères, on avait distingué les phases des séries dynamiques. Alors on avait parlé des phases qui correspondaient à une dynamique interne au groupement. Alors, et on avait donc parlé des séries dynamiques constituées par l'enchaînement et la combinaison de différents stades ou de différents groupements jusqu'à l'état de maturité et d'équilibre. Donc, il faut faire la différence entre phase et stade. Donc, les phases sont internes au groupement. C'est des états évolutifs internes au groupement végétal. Alors, par contre, les stades, ce sont des états qui se succèdent dans le temps, qui peuvent correspondre à des groupements différents et qui composent la série de la série dynamique. Donc, dans les caractères dynamiques du groupement végétal, nous définissons la notion de climax. Alors, le climax, ce terme de climax, il est utilisé dans les conditions édaphotopographiques moyennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Conditions édaphotopographiques moyennes, c'est-à-dire on va exclure les crêtes, les dépressions ou bien les vallées. Donc on va exclure les crêtes et les dépressions ou bien vallées. Alors pourquoi on va les exclure? Parce que ce sont des conditions, au niveau des crêtes, des dépressions et des vallées, nous avons des conditions topographiques et édaphotopographiques extrêmes. Les crêtes correspondent à des... Donc, au niveau des crêtes, les sols sont très érodés. Donc, nous avons une pauvreté de sol. Alors, au niveau des dépressions ou bien des vallées, les sols sont très riches parce que les particules érodées au niveau des crêtes, elles vont s'accumuler au niveau des vallées ou bien des dépressions. Et ils vont enrichir donc ces endroits. Donc, finalement, on parle de climax dans les conditions édaphotopographiques moyennes et non dans les conditions extrêmes, telles que les crêtes et les vallées. Alors, un climax, c'est un écosystème mûr, stable, qui représente le stade final de la dynamique. Donc, progressive, bien sûr. Le stade final de la dynamique quand elle est progressive. En climat tempéré, le climax correspond à un groupement forestier. Au Maroc, le climax correspond à un groupement forestier ou bien steppique. Alors on parle de groupement forestier dans les bioclimats semi-arides, subhumides et humides. On peut parler de climax steppique en conditions de forte aridité. Donc, donc ou bien une aridité par exemple, au niveau du bioclimat saharien, ou bien du bioclimat de haute montagne. Donc un bioclimat très très froid ou bien très très chaud. C'est là où on peut parler de climax typique. Donc la végétation actuelle est une végétation généralement façonnée par l'homme. Elle est observée dans les paysages présents et elle est rarement naturelle. Donc on distingue la végétation semi-naturelle, donc où la structure de la végétation a changé, mais la phytomasse est restée la même. On parle de phytomasse autochtone, c'est-à-dire originaire du pays. Alors, on donne l'exemple ici de certaines zones de la forêt de Marmora où le chêne-liège euh, euh, présent dans la zone est issu d'une coupe réalisée au début du siècle, par exemple. Alors, donc dans la zone en question, nous parlons de taillis, un taillis. Donc ça s'écrit avec un T-A-I, 2 L-I-S. Donc c'est une formation issue d'une coupe. On parle de taillis. Donc la structure ici, elle a changé, puisque la formation végétale n'est pas naturelle. On parle de formation végétale naturelle quand elle est issue de la germination des graines. On parle alors de futée.
hein, F-U-T-A-I-E, hein, futé. Alors, donc ici, donc la végétation est semi-naturelle. Alors, puisque la structure elle a changé, hein, donc formation issue d'un taillis, formation issue d'une coupe, formation dite taillis, hein, mais où la phytomasse est restée la même, elle est dite autochtone. Donc la végétation est dite substituée ou artificielle quand la phytomasse est d'origine étrangère au pays. Donc ici, la phytomasse naturelle a été remplacée par une phytomasse d'origine étrangère au pays. On donne l'exemple de la forêt de Marmora toujours, avec certaines zones où le chêne-liège a été complètement remplacé par des essences d'origine étrangère, telles que l'eucalyptus, les pins et les acacias. Donc, la végétation peut être, donc la végétation en fait, la végétation potentielle naturelle, hein, donc comment va-t-on définir la végétation potentielle naturelle? En fait, c'est la végétation vers laquelle tend naturellement la dynamique végétale, en dehors d'action de l'homme, hein, donc en dehors de l'action de l'homme. Alors, c'est-à-dire par exemple dans certaines zones de la forêt de Marmora, par exemple, on va clôturer, hein, et on va laisser évoluer. Donc la végétation, donc normalement, va tendre vers euh, une végétation, donc végétation potentielle. Alors, la potentialité d'aujourd'hui peut être différente de celle de jadis. Pourquoi? Donc, en fait, pour un même site, hein, pour un même site, la potentialité d'aujourd'hui peut être différente de celle de jadis, c'est-à-dire d'autrefois, hein. Alors, ceci quand les conditions écologiques stationnelles ont été modifiées. Et généralement, les conditions écologiques stationnelles changent, hein. Donc voilà la potentialité d'aujourd'hui, hein. Par exemple, dans la forêt de Marmora, on donne toujours l'exemple de la forêt de Marmora, la potentialité d'aujourd'hui dans la forêt de Marmora est tout à fait différente de celle de jadis, hein, dans la forêt de Marmora. Alors la végétation primitive est celle qui existait avant l'intervention de l'homme. Donc la végétation primitive est généralement observée au Maroc par exemple, elle est observée généralement autour des marabouts. Alors pourquoi? Parce qu'autour des marabouts, au Maroc, euh, la végétation est un peu sacrée. Elle est euh, donc conservée et n'est pas touchée par l'homme, hein, parce que donc tout ce qui entoure le marabout reste dans le sacré. Et donc ça permet de conserver la végétation. Donc euh, elle peut être, donc, décrite comme végétation primitive. Alors la végétation fossile ou relictuelle correspond à des lambeaux de végétation installés sous d'autres climats que le climat actuel et elle est incapable de se réinstaller en cas de destruction. Alors on donne l'exemple de cyprès de l'Atlas, le cyprès de l'Atlas. Alors le cyprès de l'Atlas, donc dans la vallée de Memphis. Alors c'est une végétation qui peut être donc qualifiée de fossile ou relictuelle. Donc c'est la seule zone où elle se conserve, c'est dans la vallée de Memphis. Et donc elle est très très difficile à réinstaller, hein, parce qu'elle a été finalement parce qu'elle s'est installée finalement sous d'autres climats que le climat actuel. Donc, en ce qui concerne les caractères chorologiques des groupements, ces caractères sont relatifs à la distribution spatiale et géographique des groupements végétaux. Chaque association possède une aire géographique particulière plus ou moins étendue qui lui est propre. Autrement dit, c'est un caractère de territorialité précis. Alors, donc, on va définir quelques termes, hein, donc, tels que la localité. Donc, la localité, c'est l'emplacement d'un relevé constitué par l'indication des coordonnées GPS. Alors, donc, il est facile ces temps-ci
de situer une zone donnée par les coordonnées GPS, puisque donc dans chaque téléphone, on peut télécharger certaines applications pour utiliser le GPS, hein, qui va nous donner les coordonnées donc, de latitude et de longitude. Alors, donc on passe à l'air, hein, donc nous allons définir l'air maintenant. C'est la surface terrestre englobant toutes les localités connues d'un même groupement. Alors, c'est l'aire de répartition, hein, du groupement végétal. Alors, en ce qui concerne la race, alors la race est définie par des variations géographiques internes des groupements. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, donc on avait défini les phases dont les caractères dynamiques des groupements. On avait défini les phases. Alors, on avait donc dit que les phases correspondaient plutôt à une dynamique interne au groupement. Alors, la race, maintenant, c'est un caractère géographique, hein, donc un caractère lié à la géographie, si vous voulez. Alors, donc, il est défini par des variations géographiques internes des groupements. Alors, on va définir maintenant la géovicariance. C'est le phénomène de remplacement géographique d'un groupement par un autre groupement analogue. Donc, considérant que nous avons deux zones géographiquement séparées, alors, où euh, un groupement va être remplacé par un autre groupement qui lui est analogue, dont, par exemple, une partie de cette situation, de cette répartition géographique. Hein, donc de cette aire de répartition de l'association. Donc le groupement dans une zone géographique donnée, donc une zone géographique qui fait partie de l'aire de répartition du groupement végétal. Alors dans cette zone géographique, hein, l'association ou bien le groupement végétal va être remplacé par un autre groupement qui lui est analogue. C'est ce qu'on appelle la géovicariance, c'est-à-dire la vicariance géographique, ou bien la vicariance chorologique. On parle aussi de vicariance chorologique. Alors, nous allons également parler des caractères historiques des groupements. Ces caractères sont relatifs à l'âge des groupements. Les groupements donc, sont plus ou moins jeunes ou anciens. Ils appartiennent à des séries actuelles ou correspondent à des vestiges de séries anciennes. Alors, la palynologie, c'est-à-dire l'étude des graines de pollen, peut, entre autres, renseigner sur l'âge des groupements et leur chorologie, c'est-à-dire leur répartition géographique. Alors, la méthode phytosociologique peut être numérisée, hein. Donc, les méthodes numériques qui peuvent être utilisées pour l'étude de la végétation sont les analyses multivariées. Ces analyses permettent de résumer l'information d'un tableau de données en lui donnant une écriture simplifiée sous forme graphique. Elles permettent de traiter en un minimum de temps un nombre important de relevés floristiques. Alors, par exemple, nous, dans la méthode phytosociologique, donc, nous traitons les relevés phytosociologiques de manière manuelle, si vous voulez. Hein, donc, on fait le tri, hein, donc on fait le tri, donc le dépouillement, donc au laboratoire. Mais ceci peut être numérisé et donc ça permet de traiter en un minimum de temps un nombre important de relevés floristiques. Parmi les méthodes numérisées utilisées, on cite l'analyse factorielle des correspondances. Elle consiste à mettre en évidence la proximité des espèces et des relevés sur plusieurs axes factoriels, puis à identifier a posteriori les variables environnementales reflétées par ces axes. Alors, il y a l'analyse en composantes principales. Cette analyse permet d'appréhender la structure des données et la proximité entre les observations. Il y a aussi la classification hiérarchique ascendante. Elle permet d'identifier les groupes de relevés homogènes. Alors, de même que pour la méthode phytosociologique classique, alors dans les méthodes numériques, le relevé floristique considéré contient
la localité, les caractéristiques du sol, l'altitude, la pente, l'exposition, le substrat, la structure et le recouvrement de chaque strate et toutes les espèces végétales présentes. Alors, la première étape de ces méthodes numériques, c'est d'établir la liste exhaustive de toutes les espèces rencontrées, puis classer les espèces par ordre alphabétique. Ensuite, il faut codifier les espèces, c'est-à-dire donner un code à toutes les espèces. Le code est composé de 4 lettres. Les 2 premières lettres désignent les initiales du nom du genre et les 2 dernières lettres désignent les initiales de l'épithète spécifique. Alors, vous savez que pour une espèce donnée, donc le nom est donné selon le code de nomenclature binomiale. Donc, c'est-à-dire c'est un nom binomial. C'est une nomenclature binomiale. On dit que c'est une nomenclature binomiale, c'est-à-dire que le nom de l'espèce est formé de 2 mots. Le premier correspond au nom du genre, le second correspond à l'épithète spécifique. Donc voilà, pour le code, on reprend les 2 premières lettres du nom du genre et les 2 premières lettres de l'épithète spécifique, qualificatif de l'espèce. Alors, la deuxième étape consiste à dresser un tableau de contingence floristique. Les données sont constituées alors par une matrice à double entrée, où les relevés sont disposés en ligne et les espèces végétales en colonne, et à leur intersection se trouve l'indice d'abondance-dominance ou de présence-absence. Alors, le système phytosociologique ou systématique des groupements végétaux. Alors, dans ce système, l'information végétale a été remplacée par l'association végétale. Donc, le concept de formation végétale a été remplacé par le concept d'association végétale. Alors, les facteurs du milieu sont nombreux et complexes. Il est difficile de caractériser un groupement végétal par son écologie, tellement les facteurs du milieu sont nombreux et complexes. Donc, la phytosociologie a pensé utiliser la plante pour donc caractériser le milieu. Elle a pensé utiliser la plante car la plante elle-même peut être considérée comme un véritable appareil enregistreur intégrant tous les facteurs du milieu. Donc chaque plante, pour s'adapter à son environnement, en intègre tous les facteurs, sinon elle disparaît. Donc la plante, pour, euh, euh, pour pouvoir donc, rester en vie, pour qu'elle puisse persister, donc subsister aux conditions du milieu, elle doit s'adapter. Pour qu'elle puisse subsister à ces conditions, à la variation des conditions du milieu, elle doit s'adapter à ces conditions, à ces facteurs. Donc, le système phytosociologique, donc, il a utilisé finalement la plante dans cet objectif, dans l'objectif de caractériser, les conditions du milieu. Alors, on peut caractériser et nommer donc un syntaxon par le nom des espèces les plus remarquables qu'il constitue. Donc, on a dit que le système phytosociologique permettait de définir, de définir et de nommer les syntaxons. Alors, ces syntaxons peuvent être caractérisés et nommés par le nom des espèces les plus remarquables qui le constituent. Les syntaxons sont classés dans un système hiérarchisé, c'est-à-dire un système ordonné, dans l'unité de base et l'association. Et il existe bien sûr des unités de rang supérieur à l'association, telles que les alliances, les ordres, les classes et les divisions. Alors il existe également des rangs inférieurs à l'association, tels que les sous-associations, les variantes et les races. Bon, alors la définition et la délimitation des syntaxons est l'objet finalement de la syntaxonomie. La syntaxonomie permet de définir et délimiter les syntaxons comme on l'a dit donc avant. La dénomination ou nomenclature du système phytosociologique ou système des groupements végétaux fait l'objet de règles précises
comme en taxonomie, hein, comme en taxonomie, donc avec la nomenclature binomiale dont on a parlé tout à l'heure, hein. Donc le système phytosociologique ou système des groupements végétaux, il fait l'objet de règles précises de nomenclature. L'association actuelle, telle qu'elle a été définie donc ci-dessus, s'inscrit dans un contexte écologique et géographique précis. Sa signification est donc territoriale. La dénomination d'une association végétale est forgée à partir du nom d'une ou deux espèces remarquables de son ensemble spécifique normal. Alors, on a déjà parlé de cela avant. Alors, oui, donc je prends le pointeur laser. Le nom de l'association est formé par l'adjonction du suffixe étome à la racine du nom du genre et la mise au génitif de l'épithète spécifique. Alors, une association végétale dans laquelle Quercus suber est ordinairement dominant est nommée Quercetum suberis. Mais la multiplication des associations végétales reconnues oblige à apporter plus de précision. Donc, il y a plusieurs associations qui possèdent comme essence organisatrice principale Quercus suber. Donc, il a été nécessaire d'ajouter une deuxième espèce. Donc, le nom de la deuxième espèce est réuni à celui de la première par un trait d'union. Alors voilà, comme Myrto communis, Quercetum suberis. Donc, il a été nécessaire d'ajouter le nom d'une deuxième espèce caractéristique et le nom de la première espèce et donc les noms des deux espèces sont réunis par un trait d'union. Voilà, on donne l'exemple de Myrto communis Quercetum suberis, défini par Barbero, Quesel et Rivas Martinez en 1981. On donne également l'exemple de Tellino lignifolie Quercetum suberis, défini par Zeraya, 1981. Alors, les noms des alliances, ordres, classes et divisions sont formés de la même manière que ceux des associations. Hein, donc, dans l'association, vous vous rappelez, on a dit qu'on devait ajouter le suffixe etum à la racine du nom du genre et qu'on devait mettre au génitif l'épithète spécifique. Donc, Quercus, une association organisée par Quercus suber devient Quercetum suberis. Alors, Quercetum, on ajoute etum à la racine du nom du genre qui est Quercus, donc Quercetum, et puis on met l'épithète spécifique qui est suber au génitif, donc ça devient suberis. Alors, donc de la même manière, on va nommer l'alliance, l'ordre, la classe et la division. Donc pour l'alliance, on va ajouter le suffixe ion. Donc, nous donnons ici l'exemple du quercus Olean sylvestris, défini par Rivas Martinez, Isco et Costa en 1984. Le nom de l'ordre, pour le nom de l'ordre, on ajoute le suffixe italia. Exemple, donc les Quercetalia illicis, définis par Brown-Blanquet en 1947. Le nom de la classe, pour le nom de la classe, on ajoute le suffixe été. Donc c'est les Quercetae illicis, définis par Brown-Blanquet en 1947, donc on donne comme exemple. Le nom de la division, alors pour le nom de la division, on ajoute le suffixe et. Donc, c'est les Quercés illicis, comme exemple, définis par Brown-Blanquet en 1947 toujours. Voilà. Alors, les sous-associations, donc syntaxant de rang inférieur à l'association végétale, donc les sous-associations sont désignées
par le nom de l'association à laquelle elles appartiennent, suivi de celui d'une espèce différentielle dont le nom de genre est modifié par l'adjonction du suffixe étosome. Donc ajouter le suffixe étosome. Voilà, donc on va ajouter le suffixe étosome. Vous vous rappelez que on avait défini les différentiels, on avait dit que ces espèces permettaient de distinguer à l'intérieur d'une même association les sous-associations. Alors voilà, donc on donne l'exemple du Cytiso arboré, quercetum, coxiferae. Donc là, c'est l'association qui s'appelle Cytiso arboré, quercetum, coxiferae. Donc définie par définie par Quezel, Barbero, Benabid et Rivas Martinez en 1992. Alors, sous-association tétraclinétosome. Voilà, ici c'est la manière d'écrire le nom d'une sous-association. Donc, on garde le nom entier de l'association et on le fait suivre du nom de l'association, on le fait suivre du nom donc on le fait suivre du nom donc de l'espèce différentielle, alors modifié par l'adjonction du suffixe étosome. Voilà. Les autres unités inférieures ne sont pas régies par le code de nomenclature. Donc les variantes et les races ne sont pas régies par le code de la nomenclature. Alors, pour éviter l'inflation des unités supérieures de l'association, donc les unités supérieures telles que les alliances, les ordres, les classes et les divisions, donc pour éviter l'inflation des unités supérieures de l'association, on tend actuellement à développer l'usage, c'est-à-dire l'utilisation des sous-unités supérieures telles que la sous-alliance. Alors la sous-alliance est nommée en ajoutant le suffixe aignan cette fois-ci. Donc aignan, on ajoute le suffixe aignan à la racine du genre de l'espèce organisatrice du groupement. Alors le sous-ordre, donc pour le sous-ordre, on ajoute le suffixe netalia à la racine du genre de l'espèce organisatrice du groupement végétal. Donc voilà, donc la phytosociologie ou bien la syntaxonomie est en évolution donc continue. Donc c'est pas une science statique, c'est une science dynamique qui continue à changer. Alors, par analogie avec la botanique systématique dans laquelle le nom d'une espèce est suivi du nom de l'auteur qui l'a décrite, les noms d'associations ainsi que ceux des autres unités phytosociologiques sont suivis de celui de l'auteur qui les a nommés et éventuellement de la date de la publication.